Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, je discute avec Charlie Rose et Céréales Dauphin, tous deux demi-finalistes du grand concours Hydro-Québec du Festival international de la chanson de Granby. Je m'entretiens ensuite avec les cofondateurs de Roosevelt qui ont créé un dispositif de filtration des composés organiques volatiles. Un petit tour à Blainville pour découvrir le documentaire Sœurs de guerre, l'histoire du plan Bouchard, puis à Saint-Jérôme pour l'inauguration de l'espace Jacques Grandmaison en l'honneur du personnage éponyme. Pour conclure, Blainville continue les travaux d'aménagement du boisé de Chambéry, initiative qui s'inscrit dans le désir de la ville de mettre en valeur et de protéger ses milieux naturels. Bonne émission. Cette année, pas moins de 2 artistes des Basses-Laurentides se retrouvent en demi-finale du grand concours Hydro-Québec du Festival international de la chanson de Granby, soit Charlie Rose, auteure-compositrice-interprète blainvilloise, et Céréales Dauphin, groupe formé à Sainte-Thérèse. J'ai pu discuter avec les 2 candidats de leur ressenti à l'approche du concours. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai connecté avec l'instrument énormément. Je pense que c'est quelque chose qui est venu me chercher. Je suis plus d'inspiration dans la musique folk, dans l'acoustique, mais je fais de l'indie pop, fait que très guitaristique. J'aime bien être accompagnée de ma petite guitare électrique argentée sur la scène, fait que je touche un peu à tout, je dirais. Ce qui est le plus important pour moi, je pense, quand je suis sur une scène, c'est de vivre le moment avec les gens, puis de vivre un moment musical commun qu'on va se souvenir de. Quand on sort d'un spectacle, je trouve qu'on est toujours plein d'émotions, puis des bonnes émotions qui font du bien. J'ai fait beaucoup de scènes en tant que Charlie Rose, la musicienne accompagnatrice. Puis là, c'est un petit temps que je prends pour moi de me présenter en tant qu'artiste, puis de bien présenter mes chansons au public, fait que j'ai bien hâte. C'est drôle parce que cette année, ça fait exactement 35 ans que ma mère a participé. Mon père, c'est un drummer, puis ma mère, c'est une choriste, une chanteuse. Fait que la musique, j'ai toujours baigné là-dedans. Quand j'étais plus jeune, j'ai dit à mes parents, je veux pas être comme vous, moi, je veux être en avant de la scène. J'ai toujours composé mes chansons assise sur mon lit avec ma guitare acoustique. Fait que je pense que ça vient de là un peu aussi. Fait que j'essaie d'amener cette partie-là sur scène avec moi. J'ai tellement hâte. Vraiment, il y a du talent. C'est comme ça se peut pas cette année. C'est vraiment une belle cohorte. J'avais comme oublié que c'était une compétition parce que pour moi, le Granby, j'avais participé à Jamais trop tôt, qui est comme un petit segment pour les plus jeunes au sein du festival. Dans ma tête, l'esprit de compétition n'était pas nécessairement là. Puis l'aspect concours, je dirais que j'y pense moins. Je souhaite que ma musique soit entendue. Je souhaite que les gens puissent connecter avec mes mots, avec ce que j'écris, avec mes mélodies. Dans la vie en général, je m'affirme de plus en plus en me découvrant en tant qu'artiste, en essayant des nouvelles choses quand je compose, quand j'écris de la musique. C'est un travail que j'ai encore à faire puis que je suis là-dessus à tous les jours parce que c'est facile de s'oublier en tant qu'artiste quand on est souvent sur les projets des autres. Mais j'y travaille puis je pense que ça va beaucoup m'aider, Granby. J'ai une amie qui a fait un quiz BuzzFeed. Puis là, elle m'a dit « Ah, fallait que je mette le dernier truc que j'ai mangé, puis mon animal préféré, puis ça a fait Céréales Dauphin. » Puis là, moi, j'étais comme « Ah, ça serait un bon nom de band. » Puis j'étais comme « On va s'appeler Céréales Dauphin juste pour le fun. » On a fait la première partie de Gabouchard. Puis là, ça finit que le monde a vraiment aimé ça. Puis on a comme gardé le nom. Mais regarde, on est rendu à Granby. Le collège Lionel Groulx à côté, on était toutes des pianistes là-bas. Puis on s'est dit pourquoi pas se partir un band de pianistes. Une journée, on s'est assis puis on s'est demandé est-ce qu'on veut que le projet aille plus loin. Puis on s'est tous regardés puis on s'est dit oui. Puis on adore ça. On a Mathis et Mathilde qui font du chant et de la guitare. Moi, je fais des claviers. Ouais, Laurent. Ah, le Laurent, ouais, c'est Antoine. Ouais. À la batterie. Adam à la basse. Je dirais que ce qu'on fait, c'est du rock principalement. Puis on adore aussi les sonorités pop. Fait qu'on aime faire ça du rock, mais pas juste comme être trop fâché. On aime ça avoir des mélodies qui font pop aussi. Fait qu'on pourrait dire pop rock ou indie rock, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Je pense que c'est vraiment juste une réflexion de tout ce qu'on écoute. Naturellement, on se remet même pas en question. C'est juste comme c'est ça qui se passe parce qu'on est tous ensemble. Ça fait ce mélange-là. Mais c'est quand même éclectique comme le nom Céréales Dauphin. C'est quand même un big deal. Là, il y a quand même Jean Leloup qui a passé par là. Il y a plein d'artistes qu'on aime, Lisa Leblanc. On se sent vraiment chanceux de faire partie de la cohorte de cette année. Surtout que il y a beaucoup d'artistes solos. On est comme un des seuls bands. Il y en a comme 2-3 autres bands. Donc, on espère qu'on va se démarquer et que le monde va aimer ça.
on a fait le concours Santa Teresa, proche d'ici. Puis on l'a gagné comme la première année qu'on a essayé. Puis après ça, on a eu d'autres spectacles. On a eu l'opportunité d'aller jusqu'à Charlevoix pour faire des spectacles. Puis c'est juste fou de se dire que maintenant, on fait comme un concours reconnu internationalement, puis qu'on est dans le top de ce concours-là. Fait que on est vraiment reconnaissant, puis on a vraiment hâte de juste montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait. On veut continuer à faire de la musique ensemble, puis aller plus loin là-dedans, puis vivre le plus d'expériences avec notre musique. La 57e édition de ce festival aura lieu du 14 au 24 août prochain, alors que le concours, quant à lui, se déroulera du 19 au 22 août prochain. Les 4 ou 5 finalistes sélectionnés parmi les 24 demi-finalistes courent la chance de remporter plus de 100 000 $ en prix et en bourse, incluant des tournées, des prestations musicales rémunérées, des accompagnements et plus encore. Roosevelt, une entreprise technologique née à Blainville, a créé un dispositif qui élimine plus de 80 % des odeurs humaines émises par la respiration à l'aide d'un système de filtration des composés organiques volatiles. Cette technologie se veut une innovation dans le domaine de la chasse et de l'observation de la faune. Je me suis entretenue avec les cofondateurs de Roosevelt pour en savoir plus. Roosevelt est né d'un réel problème pour se rapprocher des animaux. La gestion des odeurs corporelles, c'est vraiment le plus grand défi pour être capable de se rapprocher. Donc, les animaux vont être capables de nous sentir avant de nous voir et de nous entendre. Puis, avec une expérience complètement folle, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que la respiration, c'est 80 % de toutes les odeurs qu'on génère. Puis, en fait, il n'y a aucune solution actuellement. Donc, nous, c'est exactement le problème qu'on vient résoudre. C'est qu'on vient filtrer l'expiration, donc toutes les odeurs qu'on vient générer lors de notre expiration pour se rapprocher, soit que ce soit pour des photos, que ce soit pour observer les animaux ou encore en situation de chasse pour venir collecter son gibier. Donc, on est venu vraiment être capable de créer un outil haut de gamme, performant, mais qui est 100% adapté aux différents défis qu'on peut avoir quand on va être à l'extérieur. Donc, gestion de l'humidité, la restriction de l'air, etc. Puis, c'est vraiment ça qui est excitant. Donc, c'est vraiment un masque qui vient filtrer l'expiration, mais qui ne vient pas filtrer l'inspiration avec un filtre rechargeable. Donc, la technologie des filtres peut varier dépendamment des besoins. Donc, on a d'autres industries ou d'autres types de filtres pour avoir d'autres utilisations. Donc, on peut penser à l'industrie de la pêche, on peut penser à d'autres industries au-delà du outdoors, par exemple des technologies où on a besoin de ne pas contaminer les environnements dans lesquels on travaille, mais l'environnement dans lequel on travaille ne peut pas nous contaminer, nous, en tant qu'individus. Donc, on peut faire référence aux salles propres, on peut faire référence au marché alimentaire, au domaine manufacturier, où on développe des produits, où on fait l'emballage des produits, etc. 100% de ces personnes doivent mettre des masques pour ne pas contaminer les produits sur lesquels ils travaillent, mais c'est restrictif parce que ça fait des deux côtés. Donc, avec notre technologie, non seulement qu'on n'a pas de restriction, on filtre juste d'un côté. On a des valves à l'intérieur du produit, donc 2 entrées vraiment indépendantes. Donc, l'air va venir rentrer à l'inspiration. À l'expiration, les valves vont se fermer. Puis par la suite, 100% de l'air va venir passer par le filtre avec à l'intérieur notamment du charbon activé pour venir capter ces molécules-là. On est 2 entrepreneurs avec quand même une bonne expérience dans l'industrie. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît aussi, avec des expériences variées. On a mis ça sur papier et l'expérience a été vraiment fascinante. On a vu que c'est un réel problème, qu'il n'y a aucune solution sur le marché. On est la première entreprise à breveter une technologie de filtration d'air et non de filtration à l'inspiration, mais seulement à l'expiration. On s'est entouré d'experts pour pouvoir prendre nos ambitions et les amener au Québec et au Canada, mais aussi à l'international. Et on se prépare notamment à la commercialisation du produit pour le mois d'août 2025. Comme Georges l'a dit, c'est qu'on s'entoure vraiment de personnes qui sont super passionnées, dont autant comme entrepreneurs dans le outdoor, mais aussi des ambassadeurs, donc des chasseurs qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, qui sont excités en arrière de nous. Puis c'est grâce à ces personnes-là de l'industrie, tous des Québécois vraiment passionnés, qui nous ont guidés pour arriver vers une solution où est-ce que les gens font wow, puis qu'on est capable de mettre au grand jour. C'est un produit qui est fait 100% conçu, fabriqué au Québec ici. C'est ici que le problème a été identifié, c'est ici qu'on l'a développé. Puis on est des gens québécois, donc il y a très peu d'innovation dans le domaine de la chasse et du plein air. Donc c'est vraiment une fierté, mais on a tellement des grandes ambitions de se dire on se retourne puis on s'en va lancer dans le reste du Canada, aux États-Unis. Puis on est fiers de dire que nos racines, c'est d'ici. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Ça fait partie de notre ADN. On a une vision de voir Roosevelt partout
pas seulement dans le domaine de la chasse, mais dans d'autres industries aussi. Tout ce qui est par rapport à l'expiration filtrée est une industrie qui est encore vraiment non comblée. Il y a de très grands besoins, surtout par rapport au manque de restrictions, qui est une technologie qui n'existait pas auparavant. Et nous, on aborde ce problème-là. Donc, on est vraiment sur un processus de vision à long terme où Roosevelt peut avoir sa marque dans différentes industries à travers une technologie qui est maintenant disponible, qui est efficace et que le public a besoin. Roosevelt va venir s'établir avec le temps dans d'autres industries. Ce qu'on veut aussi faire, c'est de venir régler ce problème-là, d'amener aussi le produit encore plus loin. Donc, il y a déjà des choses, je ne veux pas trop liquer d'informations, mais on a déjà plein d'améliorations au produit qu'on va être capable d'amener le brand à un autre niveau en termes d'équipement, en termes d'innovation. Puis, c'est avec cette vision audacieuse-là, avec un produit haut de gamme sans compromis, qu'on va venir développer puis continuer d'innover dans ce domaine où les gens cherchent de l'innovation et il y en a très peu à offrir. C'est vraiment le début de le premier produit d'une suite d'autres projets ambitieux, en fait. Ouais. On se le fait dire souvent dans des industries connexes, comme par exemple l'industrie de la pêche. On a un afflux de technologies, de nouvelles technologies, de nouveaux produits qui sortent à tous les jours et tout le monde l'achète. Parce qu'on voit vraiment un besoin pour ces technologies-là, pour ces produits-là. Dans le domaine de l'observation de la faune, de la chasse, on a un besoin criant de technologies, de nouveaux produits, mais il n'y en a pas qui sortent. Donc pour nous, on veut vraiment prendre cette place-là. Dans le cadre du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Blainville a présenté le documentaire Sœurs de guerre, l'histoire du plan Bouchard, réalisé par Samuel Charrois. Les intéressés étaient invités à assister à sa projection sur la façade de la bibliothèque Paul Mercier le 7 août dernier. Allons y jeter un coup d'œil. Je devais me marier, tenir une maison propre et nourrir un mari fatigué du travail. C'était la vie des femmes. On me l'avait assez répété. Depuis des semaines, on parlait de cette grande usine en construction, le plan Bouchard. L'histoire qui s'apprête à être racontée, en fait, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, ici même à Blainville, on avait une des usines de munitions les plus importantes de toute l'histoire du Canada. On parle de 6300 personnes qui ont travaillé ici pendant 4 ans, des millions d'obus qui ont été produits. Dans le lot, énormément de femmes, peut-être à peu près 50 % je dirais. Cette année, on est arrivé au 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la fin de l'usine du plan Bouchard. On a souhaité, à travers cette vidéo-là, qui est aussi un documentaire en fait, honorer les femmes, surtout, qui ont travaillé ici au plan Bouchard dans un moment charnière de l'histoire. À travers le temps, moi, personnellement, ça fait presque une quinzaine d'années que je m'occupe de travailler, de mettre l'avant le plan Bouchard. Le premier travail a été de ramener la vraie histoire du plan Bouchard. Parce qu'il y avait beaucoup de légendes urbaines, il y avait beaucoup d'histoires perdues. Et à travers les années, bien, il y a eu des articles, il y a eu des vidéos, il y a eu des visites guidées avec moi et ou avec des comédiens qui ont personnifié des personnages du plan Bouchard. Donc, de plusieurs façons, on a fait vivre cette histoire-là, puis on entend bien continuer à le faire encore. Le travail a été fait en grande partie avec Samuel, qu'on avait rencontré dans un événement à part, puis il nous avait un peu lancé sur la piste de faire animer finalement des photos historiques. Et lui, il avait l'expertise pour pouvoir faire l'aspect technique de la chose. Moi, j'ai apporté mon apport historique à ça. Donc, je l'ai pisté en fait sur des thématiques peut-être. Lui, il a été capable de récupérer tout ça, puis avec son processus créatif, l'a mis en film. On avait accès à beaucoup d'archives, c'est ça qui est super. On est parti de ces archives-là pour justement créer un peu la narrative, le récit qu'on allait créer pour la vidéo. Puis on s'est basé un peu sur un personnage qui est comme un peu fictif, qui s'appelle Aline, que si vous allez au plan Bouchard sur une des façades, là, vous allez voir qu'il y a comme un de ses portraits qui est comme inspiré d'une photo d'archives. On est parti de l'idée qu'on raconte l'histoire de cette dame-là qui a travaillé au plan Bouchard pendant probablement 4 à 5 ans de sa vie, qui nous raconte un peu c'est quoi le changement que ça a créé dans sa vie pour elle, de commencer à travailler, d'être dans des situations dangereuses, puis ce que ça a apporté aux femmes aussi pour l'époque, tout le changement on sortait de la femme qui est à la maison, puis ce qu'on connaît, mettons, du cliché un peu de la femme de l'époque. Le salaire qui a comme doublé pour ces femmes-là qui sont venues travailler. On parle de plus de 1000 femmes qui travaillaient à l'époque à créer des armements, des obus dans des conditions super dangereuses et courageuses, tu sais, pour
Fait qu'en gros, c'était ça l'inspiration, là, de partir de ces images-là pour donner vie à l'histoire d'Aline. Et comment vous avez donné vie, justement? Quel est le type de documentaire, le format que vous avez utilisé pour raconter l'histoire? On est allé plus d'un point de vue fiction. Donc, on s'est comme imaginé un peu qu'est-ce que cette dame-là vivait à l'époque, c'était quoi ses enjeux, c'était quoi, qu'est-ce qu'elle vivait en termes de solidarité, de sororité avec les femmes avec qui elle travaillait, l'après-guerre, qu'est-ce que ça pouvait créer comme insécurité. De là, on passe des femmes qui sont émancipées, qui travaillent. Qu'est-ce qui arrive une fois que la guerre est finie? Est-ce qu'ils retournent à la maison, puis on reprend le train du quotidien? Fait que c'est vraiment de se mettre dans sa peau, de comprendre le contexte, de voir un peu comment ces femmes-là vivaient, c'était quoi leur day-to-day, si on veut, puis qu'est-ce qui allait se passer après la guerre, puis voilà. Super. Et avec quel médium, justement, vous avez raconté cette histoire-là? J'ai vu que vous faites de l'animation 3D, que vous faites différentes choses. Quel format vous avez utilisé pour ça? Justement, on avait beaucoup d'images d'archives, fait que ça a été facile d'utiliser ça. Puis ensuite de ça, avec des outils d'intelligence artificielle, ça nous a permis de prendre des images d'archives, justement, de Aline, puis de pouvoir l'animer, de la faire parler, chose que ça a été très difficile de faire en animation traditionnelle. Fait que ces outils-là nous ont beaucoup aidé à donner du réalisme, si on veut, à des images d'archives que des fois, ça peut être difficile à partir comme matériel de départ. Donc ça a été des outils super pratiques, puis ça a permis de, je pense, insuffler de la magie, puis donner quelque chose d'impressionnant dans ce récit-là. J'ai découvert cette histoire-là du Plan Bouchard. Moi, j'étais flabbergasté parce que j'habite dans les Laurentides. J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai trouvé ça, en quelque part, aussi triste de ne pas être au courant de tout ce penchant de l'histoire. C'est pas quelque chose qu'on voit dans nos cours d'histoire, justement. Puis, pour moi, c'était comme important de donner de la reconnaissance à ces femmes-là qui ont travaillé pendant des années dans des conditions vraiment dangereuses. Puis, de montrer que regardez ce qui s'est passé, c'est important, ça vaut la peine d'être célébré. Qu'est-ce que vous souhaitez que les Blainvillois retiennent de cette histoire-là, qui est peut-être pas aussi connue qu'on le voudrait? La réponse est en fait dans votre question. Effectivement, c'est pas assez connu, en fait. Comme je vous disais, 6300 personnes, à peu près un quart de la ville de Blainville est occupée par cette usine-là. Donc, faire connaître cette histoire-là, c'est la première finalité. La deuxième, c'est d'honorer aussi, comme je le disais tantôt, honorer les femmes qui ont travaillé ici, parce que dans toute l'histoire féministe, c'est important de pouvoir être capable de mettre de l'avant les femmes qui ont ouvert un mouvement, qui ont initié quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Donc, pour les jeunes générations surtout, les jeunes filles qui ne savent pas que les femmes auparavant étaient confinées dans leur cuisine, que les femmes auparavant n'avaient pas le droit de vote, qu'il y a eu une évolution de tout ça, là réside l'importance aussi en grande partie. Nous sommes Aline, Cécile, Marie, Jeanne. Et nous faisons notre part. Le 4 août dernier, la ville de Saint-Jérôme a inauguré l'espace Jacques Grandmaison en guise de commémoration de ce penseur natif de Saint-Jérôme. L'espace, situé dans le Jardin des Arts, servait déjà de lieu de commémoration des victimes de féminicide. Je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de ce nouvel espace au Jardin des Arts. On est ici au nom de la ville de Saint-Jérôme pour honorer la mémoire de M. Jacques Grandmaison. Jacques Grandmaison qui est un personnage historique important pour notre ville. Défenseur des travailleurs, c'est un ecclésiastique, c'était un homme de lettres également. Alors, il était dans plusieurs pans de la société, ici à Saint-Jérôme. M. Grandmaison s'occupait de ces gens-là, les défendait, corps et âme, même à l'encontre des visées ecclésiastiques de l'époque. Il était à contre-courant. Un homme vraiment extrêmement important pour notre ville, dont il faut se rappeler. Ah, Jacques Grandmaison, c'est un très, très grand ami. C'est un fidèle conseiller, une personne qui m'a inspiré beaucoup. J'ai connu Jacques Grandmaison en 1971. Et Jacques, on lui avait demandé de faire une étude psychosociale sur les travailleurs et les travailleuses. Puis notre collaboration s'est continuée. Non, c'était vraiment quelqu'un de très, très disponible. Cet endroit-là, l'espace Jean Grandmaison, qui est vraiment très bien situé, en face de derrière moi, le barrage de Tricofil, la passerelle de Tricofil et même l'usine qui n'apparaît plus, mais aujourd'hui qui a été démolie. C'est un endroit qui porte à réflexion, fait qu'on entend le bruit des chutes.
Alors, c'était le site d'un endroit où il y a eu des combats syndicaux. Il n'était pas toujours bien vu à l'époque, dans les années 70, qu'un homme de religion défende les travailleurs dans des causes syndicales. Alors, les travailleurs s'en sont appropriés, ont tenté la socialisation, de faire fonctionner Tricophile. Et évidemment, c'est un symbole pour le Québec. Alors, si notre devise au Québec, c'est « Je me souviens », aujourd'hui à Saint-Jérôme, on se souvient de Jacques Grandmaison. Moi-même, je suis rentré à l'origine d'été il y a 18 ans. Puis j'ai quitté en 1979. C'est tous des souvenirs impérissables. Et c'était l'époque où Jacques s'était le plus investi avec nous autres aussi. La recherche de Jacques avait donné une moyenne d'âge de 47 ans. Donc, il y avait des jeunes, évidemment, mais il y avait beaucoup plus de personnes en haut de 40 ans, comme tel, avec une moyenne d'ancienneté de 17 ans. Un bas taux de scolarité, malheureusement, pour la plupart. Mais ce qu'il avait décelé à travers ça, c'était des personnes qui étaient remplies, on va dire, de courage, bien sûr, mais en même temps qui avaient une vision sur la volonté de vouloir créer une organisation du travail démocratique. Travail égal, salaire égal, la place des femmes dans l'entreprise, il y avait environ 50 qui étaient féminines comme telles. Et c'était toutes des grandes questions qu'on discutait ensemble. Puis Jacques, lui, il savait exprimer nos vœux, nos désirs pour les mettre, nous créer des outils qui nous ont permis, après ça, d'arriver au résultat de Tricophile au bout de l'année. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'expérience de Tricophile, elle s'est poursuivie. C'est au moins des dizaines de coopératives de travail qui ont été créées, qui s'inspiraient de notre expérience. On voit que ce n'est pas rien qu'une retombée intérieure à l'usine et puis à Saint-Jérôme, mais ça s'est propagé à travers le Québec. Là, d'ailleurs, cette année, c'est 50 ans, l'expérience de Tricophile. Beaucoup de gens ne l'ont pas connu. Alors, avec un panneau didactique qui va être installé au cours des prochaines semaines, parce qu'on est en travaux sur cet endroit-là. Alors, le panneau va expliquer son œuvre, ce qu'il a fait. Évidemment, j'invite les gens à aller consulter évidemment sur Internet, savoir qui est Jacques Grandmaison, mais également l'importance qu'il a eue pour Saint-Jérôme. C'est un grand Jérômien. L'œuvre de Jacques Grandmaison, elle n'était pas tournée vers le passé. Elle est tournée vers l'avenir comme tel. Puis ça, c'est un premier pas qu'on franchit, puis ça se poursuit. Puis notre défi à nous autres, les amis de Jacques Grandmaison, c'est surtout de permettre aux jeunes de vous l'approprier, puis que vous sachiez que ça existe, de pouvoir être à outil-là, puis pouvoir l'utiliser quand vous le voulez. Le 22 avril dernier, jour de la Terre, la Ville de Blainville a lancé officiellement les travaux d'aménagement du boisé de Chambéry, qui fait partie du corridor écologique de la Ville. Je suis allée le visiter en compagnie de David Malenfant et d'Éric Lépine pour en savoir plus. Les boisés de Chambéry fait partie de notre plan de transition écologique. On avait l'orientation environnementale de mettre en valeur les milieux naturels. Le boisé du quartier de Chambéry s'inscrit à l'intérieur d'une initiative de l'Île de Montréal qui est le corridor forestier du Grand Coteau. C'est une espèce de concept qui regroupe 3 municipalités régionales de comté puis à peu près 9 municipalités. Donc chacune de ces municipalités-là s'est donné un peu un mandat de mettre en valeur et de protéger ces milieux naturels. On a déjà 5 boisés nature, donc le boisé de Chambéry va être le 5e. Cette initiative-là, c'est intéressant parce que ça permet justement de mettre en valeur l'ensemble et de protéger surtout les milieux naturels de grande diversité dans les Basses-Laurentides. Pour nous, à Blainville, c'est important de conserver ces zones-là, puis de protéger la nature. Vous savez, à Blainville, on a la chance d'avoir les Grandes Tourbières, qui est un milieu qu'on va éventuellement protéger. Donc, ça s'inscrit dans notre plan de transition écologique, dans des mesures qu'on veut utiliser pour protéger nos milieux naturels. C'est un terrain qui couvre une superficie de 50 hectares. La base du boisé de Chambéry, c'est un grand marécage, un marécage arboré. On peut en voir aussi un marécage ouvert. Ce marécage-là, en fait, on l'a ceinturé d'une vingtaine d'hectares de milieux terrestres. Donc, cet écosystème-là, on désire le mettre en valeur justement pour le protéger. Il y a plusieurs sentiers qui étaient déjà existants. Par contre, la Ville a pris sur elle de faire une planification, de réutiliser le plus possible ces petits sentiers-là, puis de les interconnecter. Donc, l'objectif, c'est de permettre l'utilisation de ce boisé à l'ensemble de la population, mais d'encadrer le développement. C'est
un grand marécage, mais également des milieux terrestres. Donc, on va retrouver différents écosystèmes. On va avoir des prucheraies. D'ailleurs, on est dans un secteur qu'on appelle la prucheraie. Il y a des grands marécages aussi. Donc, ça va amener une faune et une flore qui est assez adaptée puis qui est assez diversifiée aussi. On peut le voir d'ailleurs dans les marais. Il y a souvent, on va retrouver des quenouilles. Si vous regardez dans d'autres secteurs, on va retrouver aussi différents types de fougères. À peu près toutes les fougères qui sont présentes au Québec sont représentées ici. Donc, il y a une très, très grande biodiversité. Oui, c'est un corridor écologique. On y retrouve la faune, la flore. Vous pouvez vous promener puis voir des cerfs, des salamandres, des canards. On a aussi un grand héron qui a une habitation ici. Donc, les gens peuvent vraiment profiter d'un loisir de plein air puis de découverte. Le gouvernement du Québec s'est donné des grandes orientations au niveau de la protection de ces milieux naturels-là, principalement pour les milieux humides. Donc, il était tout logique à Blainville, comme une grande partie du territoire abrite des milieux humides, d'en conserver le plus possible. La logique derrière tout ça, c'est de garder cette représentativité-là au niveau de la biodiversité. Mais il faut comprendre aussi que les milieux humides, c'est des infrastructures vertes, donc ils nous permettent justement de faire des gestions d'eau pluviale et tout. Donc on avait un triple intérêt à conserver ces milieux-là. La beauté de la chose dans tout ça, c'est que les milieux sont présents. Donc, les milieux humides, les milieux naturels sont d'une très grande valeur écologique. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de les conserver tels quels. Les aménagements qu'on a faits, ça ne donne rien, mais dans la planification de la trame du quartier, on a favorisé le long du corridor écologique, donc aux limites du corridor écologique, de la haute densité, moyenne, haute densité, parce que des tours à condos, en fait, vont utiliser moins les terrains arrière pour éviter l'effet doré, donc c'est-à-dire que le monde empiète sur les milieux naturels. Donc, une des mesures de conservation a été d'adapter le développement du quartier, de la typologie résidentielle à la protection du milieu naturel. Avec des panneaux d'interprétation, de sensibilisation, d'éducation sur la conservation de la faune, de la flore. Donc, on vient baliser pour s'assurer que les gens empruntent le bon chemin. Il va y avoir quand même près de 3000 résidents là, qui vont habiter éventuellement dans le quartier. Donc, on veut juste s'assurer qu'ils utilisent les bons endroits. Puis, en même temps, il y a beaucoup d'éducation à faire. On va demander aussi l'accord, la participation de la population pour la conservation et la protection de ces milieux naturels-là. L'objectif, la Ville a fait la planification. Donc, on veut que les personnes, que les citoyens du quartier ou du reste du territoire de la Ville profitent justement de ces magnifiques sentiers-là. Dans le fond, la responsabilité de tous et chacun, ça va être de respecter les sentiers. Donc, si on demeure sur les sentiers, on va pouvoir profiter de la biodiversité, de la beauté des paysages sans justement l'altérer. C'est sûr qu'à l'ère des changements climatiques, il va y avoir des modifications. D'ailleurs, il y a des essences d'arbres qu'on a en ce moment qui risquent de disparaître avec justement la montée des chaleurs, donc les variations climatiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en le protégeant, la nature d'elle-même va s'améliorer, va s'adapter au fil des années. C'est important de le garder tel quel, de le protéger. La nature va faire le reste. Donc, il faut juste être patient de ce côté-ci. Autrement dit, les essences d'arbres ou la végétation qu'on va retrouver aujourd'hui, si on vient dans 100 ans, risque d'être modifiée. Mais le fait de garder une très grande superficie de terrain, comme 50 hectares, va permettre justement à la nature de reprendre le dessus et de s'adapter. L'aménagement de ce boisé, qui fait partie de l'effort de mise en valeur et de protection des milieux naturels de la Ville, se conclura en septembre 2026. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 20 août prochain, 19h, pour encore plus d'actualités estivales des Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.